Bonjour à tous. Alors, on le sait, dans les études, la liquidation d'une plus-value immobilière, c'est un moment critique dans le dossier. D'abord parce que c'est la responsabilité fiscale du client qui est en jeu, mais aussi parce qu'il a des attentes sur son prix net vendeur. Et donc, sur ce sujet, l'erreur n'est pas permise. Il faut bien accompagner son client dès le début. Et on voulait donc vous faire un petit atelier technique sur le remplissage du CERFA 2048. Mais on oublie les généralités. L'idée, c'est de se concentrer sur les points de friction qui sont assez courants, mais qu'on peut avoir moins en tête et sur lesquels il est toujours bien de se remettre un petit peu les idées au clair. Les trois points de friction qu'on a relevés, qui arrivent assez souvent, c'est les zones grises sur l'exonération de la résidence principale. Comment on applique cette exonération quand on est dans des cas un petit peu entre deux. La seconde, c'est évidemment, lorsqu'on est en indivision et en démembrement, se rappeler des règles d'application. Et enfin, le sujet de la SCI à l'IR qui détient l'immeuble. Et là, vous verrez, il y a des sujets à se rappeler qui sont très importants en fonction du schéma, du montage qui est utilisé, qui est choisi par le client. C'est parti, passons sur la petite fiche que je vous ai préparée pour que vous suiviez avec nous. Donc, premier focus, comme je vous le disais, c'est sur les zones grises de l'exonération de la résidence principale pour se rappeler un petit peu la règle et comment ça s'applique dans trois cas qu'on a relevés qui peuvent être un petit peu compliqués. Le premier, c'est lorsque le bien était loué et qu'il est redevenu la résidence principale, donc quand il y a eu un changement un petit peu dans le passif locatif. Le second, c'est le départ différé, donc un déménagement puis une vente. Et le troisième, c'est un usage mixte. Donc, on va se rappeler un peu des règles sur ces trois situations. D'abord, rappelons-nous la règle de base sur l'exonération de la plus-value pour les résidences principales, c'est que le cédant doit avoir sa résidence habituelle et effective au jour de la cession. C'est comme ça que le Code général des impôts définit les choses. C'est donc une question de fait. Il faut que la résidence soit habituelle et effective. Et tout l'historique antérieur du bien ne compte pas. Ce qui nous fait venir donc sur notre première situation. Lorsque le bien a été loué et redevient une résidence principale, il n'y a pas de prorata qu'on applique en fonction du passé locatif. On est dans une exonération totale tant qu'on arrive à réellement prouver une résidence principale effective au jour de la vente. Attention là-dessus au cas de fraude, évidemment. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que le cédant soit revenu vivre dans le bien qu'un mois de manière éparse, juste pour essayer d'appliquer l'exonération. Donc ici, le job, c'est de faire un travail de récupération de preuves, en fait, de monter le dossier de preuves quand on est dans un cas un petit peu limite. Puisque le risque est probatoire, il va falloir constituer donc un dossier de preuves, des compromis pour que toutes les choses soient claires. Donc, on récupère les taxes d'habitation, les éléments d'énergie, de flux, et on fait en sorte que le vendeur soit informé de son risque si l'administration fiscale venait à considérer que ça ne serait pas applicable. Mais bon, en général, il faut quand même avoir une certaine contenance sur ce dossier pour appliquer l'exonération. Deuxième hypothèse, c'est le départ différé. La tolérance, elle est connue en général, c'est qu'en fait, un vendeur peut déménager et il est dans son processus de vente. Et là, l'idée, c'est que la vente intervient dans un délai normal. Le POFIP parle d'un délai normal et il considère que ce délai tourne autour d'un an. Mais évidemment, il est apprécié in concreto. Donc, c'est une question de marché aussi. On l'a vu lorsque le marché immobilier change et que les ventes se font de manière plus latente. Il est normal que ce délai soit analysé, le délai normal soit analysé de manière un petit peu plus longue. Il est aussi question de faire attention à ce que le prix de vente ne soit pas complètement changé entre le moment du déménagement et le moment de la vente et qu'on ait bien des preuves de diligence pour en arriver à la vente. Donc ces preuves-là, c'est toujours une histoire de preuves ici, peuvent être récupérées pour alimenter cette application de la tolérance du délai normal, qui en principe est d'un an, mais qui peut être apprécié in concreto. Troisième situation, c'est la situation d'un usage mixte. Alors un usage mixte, soit parce qu'il y a des surfaces qui sont utilisées professionnellement ou des surfaces qui sont louées au sein du bien. Là, le principe est différent. On est dans une application de ventilation, donc on proratise sur les surfaces. Ça veut dire que seules les surfaces habitation, réellement, vont pouvoir être exonérées et que les surfaces qui sont en fait des surfaces louées ou professionnelles ne seront pas exonérées de la plus-value et on va devoir faire un CERFA.
Attention, il y a quand même un tempérament sur ce sujet. C'est le fait que l'exonération reste totale si il ne s'agit que d'une domiciliation commerciale, ce qui arrive très souvent, ou d'une activité qui n'exige pas réellement de matériel dédié, donc il n'y a pas de réelle surface appliquée à une activité professionnelle. En fait, le critère ici, c'est un critère d'une partie des surfaces qui est physiquement et durablement soustraite à l'habitation. Euh, Voici pour le premier focus, j'espère qu'il a été clair et passons au deuxième focus. Le deuxième focus, assez simple, c'est celui de l'indivision ou du démembrement de propriété. Qu'est-ce qu'on fait sur les plus-values? Ici, la règle, c'est toujours de se rappeler que on calcule par redevable et que chacun va avoir son CERFA. Donc, quand on est en indivision, chaque indivisaire est imposé sur sa seule quote-part et chacun va donc avoir une liasse 2048 par quote-part. Même lorsqu'on a des indivisaires qui sont exonérés, on devra lui faire un CERFA. Petit rappel. Ici, petit rappel également sur le sujet des droits acquis en plusieurs temps. On imagine que donc on applique deux fractions distinctes et qu'on va donc avoir deux calculs distincts. Un premier en fonction de la première date sur la valorisation des parts à ce moment-là, enfin des parts indivises, et un second sur le delta qui est acquis à un autre moment. Petit rappel sur le fait que les parts héritées, pour les parts héritées, on retient la valeur déclarée. Ensuite, sur le démembrement, là, on est donc dans l'hypothèse d'une cession en pleine propriété avec répartition du prix entre l'usufruitier et le nu propriétaire. Les deux sont imposés séparément, chacun sur sa quote-part, et on ventile sur le prix en fonction du barème, on le sait, de l'article 669 du CGI, et donc en fonction de l'âge de l'usufruitier. Attention sur ce sujet à la durée de détention propre à chacun selon son origine, l'origine de son droit, puisque il arrive assez fréquemment que le nu propriétaire soit devenu propriétaire à travers une donation par l'usufruitier qui est beaucoup plus récente que l'acquisition des droits par l'usufruitier lui-même, et donc une plus-value qui risque d'être beaucoup plus importante que celle de l'usufruitier. Et surtout lorsque on est entré dans une dynamique de donation avec une valorisation un peu à la baisse, puisque du coup, ça va faire augmenter le prix de la plus-value. C'est des sujets qu'il faut aborder dès le début du dossier parce que c'est trop important pour l'engagement du vendeur sur le fait de vendre. C'est vraiment l'économie entière de la vente qui est impactée sur ces sujets-là. Je vous ai remis les petits fondements, mais voilà pour le deuxième focus. Et on passe au troisième focus qui est très important. Focus sur la SCI à l'IR. Alors là-dessus, il faut bien se rappeler que la SCI à l'IR, elle ne paye pas d'impôt elle-même. C'est les associés qui vont payer tout au long de la vie de la société et de l'immeuble les impôts sur leur quote-part de part sociale pour la SCI. Donc, première remarque très importante, c'est lorsqu'on essaye d'appliquer l'exonération de résidence principale alors même que le bien est détenu via une SCI, ici, il faut l'associé y réside en qualité de propriétaire. C'est vraiment ça qui est important pour le BOFIP. Donc, si on a des loyers, si on a des flux assimilables à des loyers et si on a surtout un bail d'habitation, on est dans une dynamique où en fait la société bascule en logique locative. Et là, le fisc ne va pas forcément accepter l'exonération, donc il faut faire très attention. C'est la réalité économique ici qui compte. Deuxième point très important à se remettre en tête sur le sujet des SCI à l'IA, c'est qu'il y a deux schémas de vente, il y a deux montages possibles lorsqu'une SCI vend. D'abord, elle peut vendre l'immeuble en elle-même, donc c'est la SCI qui est vendeur. Et dans ce cas-là, il n'y a pas de sujet, c'est une plus-value immobilière classique des particuliers qui va s'appliquer. Rien de particulier, c'est le résultat est réparti entre les associés et il n'y a pas de sujet. En revanche, lorsqu'on est dans un schéma où les associés cèdent leur part sociale pour que l'acquéreur devienne propriétaire de l'immeuble à travers la détention de la SCI, ici, il faut se rappeler qu'on bascule sur le régime des plus-values sur les titres à prépondérance immobilière et non plus sur une plus-value immobilière des particuliers purement. Et ça a des implications importantes sur la manière sur l'assiette en fait qui va être imposée. Le problème est le suivant, c'est que la SCI étant translucide, ce sont les associés qui tout au long de la vie de la société payent les impôts pour la société. Or, il arrive très souvent que la SCI ne verse pas de dividendes aux associés et donc que les bénéfices fassent augmenter la valeur des parts.
Donc le problème dans ce cas-là, c'est qu'on va vite se retrouver dans une double imposition. Si on appliquait la plus-value immobilière de manière classique, en fait, on aurait déjà eu des impôts tout au long de la vie de la SCI et on repayerait des impôts au moment de la vente des parts. Et donc, la solution a été trouvée par le Conseil d'État lorsqu'il a sorti la jurisprudence Kemener. Et donc, sur cette jurisprudence, ils ont considéré qu'on corrigeait le sujet avec, donc vous viendrez voir le sujet si vous tombez dessus, mais donc l'idée est juste, c'est qu'on a le prix de revient des parts qui est majoré des bénéfices déjà imposés et des pertes comblées et minoré des déficits déduits et des bénéfices distribués. Donc là, la plus-value ne porte pas sur la vraie valorisation économique du bien. C'est vraiment une assiette différente qu'il faut calculer à part. Petit point d'attention, le solde créditeur des comptes courants n'est pas pris en compte dans ces cas-là. On vous a fait un petit schéma pour vous rappeler les deux hypothèses de vente et cette histoire de la jurisprudence Kemener qu'il faut bien avoir en tête. Voici pour les focus qu'on voulait vous faire sur le sujet de la plus-value. On vous fait juste un petit, comme on a l'habitude de faire, une petite checklist avant signature pour le notaire sur la plus-value immobilière. 1, on vérifie bien qu'on applique la déduction des travaux soit par facture, soit par application du forfait. 2, on vérifie bien l'état civil du redevable, une liasse par personne, est-ce qu'on a bien un état civil complet. 3, très important, la cohérence entre l'acte et ce qui est marqué dans le CERFA, notamment sur l'origine de propriété et l'affectation du bien. 4, si on applique une exonération de résidence principale, bien s'assurer qu'on a récupéré les preuves d'occupation. Et enfin, si c'est une SCI à l'IR qui vend, vérifier le schéma et que la plus-value a bien été calculée. J'espère que ce guide expert vous a aidé et va vous aider dans votre quotidien, dans vos études. Dites-moi en commentaire, n'hésitez pas à nous dire si ça vous a plu. On pourra faire d'autres vidéos, notamment sur la plus-value de terrains constructibles ou sur les ventes de non-résidents fiscales, qui est toujours sur la plus-value un sujet intéressant. N'hésitez pas à nous dire si ça vous intéresse qu'on fasse des vidéos là-dessus. Et bon courage pour vos liquidations. À bientôt.